Imaginez pouvoir améliorer votre santé cardiaque, perdre du poids et devenir plus fort en seulement 16 minutes d'exercice, 3 fois par semaine. La question c'est, sur quelle méthode miser? D'un côté, l'efficacité redoutable d'une séance de sprint en solo, et de l'autre, le chaos, on va dire, amusant d'un match de sport entre amis. Discipline contre plaisir. Et aujourd'hui, on se plonge dans une étude qui les a mis face à face. C'est exactement ça. On va explorer une recherche qui a des implications très concrètes pour quiconque cherche à bouger, sans forcément passer des heures sur un tapis de course. Pour poser les bases, on s'appuie sur un article. Le titre, c'est Comparing the effects of small-sided handball games and high-intensity interval training on the physical health and fitness of untrained individuals. C'est un article de Sinje Han et ses collègues qui doit paraître en 2026 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Parfait. Alors, le contexte de départ est assez clair. On sait tous que la sédentarité est un problème majeur. Les recommandations classiques, la course, le vélo, ça marche. Mais avouons-le, ça peut devenir terriblement ennuyeux. Et l'ennui, c'est le principal ennemi de la régularité. L'efficacité d'un exercice ne sert à rien si on abandonne au bout de 3 semaines. C'est sûr. C'est pour ça que la science cherche des alternatives. Et l'étude met en lumière 2 approches très en vogue. La première, c'est l'entraînement par intervalle à haute intensité, le fameux HIIT. Le HIIT, oui, on le connaît bien. Voilà, des périodes d'effort maximales, très courtes, suivies de récupération. C'est prouvé, ça améliore la capacité cardio-respiratoire, la tension, la sensibilité à l'insuline. C'est une formule gagnante sur le papier. Oui, le IHIT, c'est un peu la star de l'efficacité. Mais la deuxième option, celle qui m'intrigue, ce sont les jeux en format réduit, les Small-Sided Games. L'étude a choisi le handball, et honnêtement, j'ai du mal à croire que juste jouer au ballon puisse rivaliser avec une séance de sprint calibrée à la seconde près. Ça semble presque trop beau pour être vrai. C'est une réaction tout à fait normale, et c'est justement ce que les chercheurs voulaient vérifier. Le principe des SSG, en fait, il est simple. On joue sur un terrain plus petit, avec moins de joueurs. D'accord. Ça force tout le monde à être beaucoup plus impliqué, donc plus de sprint, plus de changements de direction, plus de tirs. En fait, sans même s'en rendre compte, les joueurs enchaînent des actions intenses et répétées qui, d'un point de vue physiologique, ressemblent étrangement à une séance de IHIT. Ah oui, d'accord, je vois l'idée. Le corps subit un stress similaire, mais le cerveau, lui, il est occupé à autre chose, à jouer. Exactement. Et c'est là que ça devient passionnant. Au-delà de la physiologie, il y a la dimension psychosociale. Le HIIT, c'est structuré, prescriptif, on regarde sa montre. Les SSG, eux, intègrent cet effort dans un contexte social, ludique, compétitif. Et l'hypothèse des chercheurs, c'est que cette différence pourrait rendre l'exercice plus agréable, mais aussi, et ça c'est crucial, réduire notre perception de la difficulté. Ok, le décor est planté. On a nos 2 concurrents, l'athlète méthodique contre le joueur instinctif. Mais alors, comment est-ce qu'on compare équitablement une séance de sprint ultra structurée avec un match de hand par nature et imprévisible? Ça me semble être un vrai casse-tête méthodologique. C'est un excellent point. Pour y parvenir, ils ont utilisé ce qu'on appelle un essai contrôlé randomisé, ce qui est un peu le gold standard pour ce genre de questions. L'étude a duré 16 semaines. Elle a inclus 90 jeunes adultes sédentaires d'environ 19-20 ans, avec autant d'hommes que de femmes, et ils ont été répartis au hasard dans 3 groupes. Alors, quels sont ces groupes? Le premier, le groupe SSG, jouait des matchs de handball à 4 contre 4 ou 6 contre 6. Le deuxième, le groupe HD, faisait des sprints, tout ce qu'il y a de plus classique sur une piste d'athlétisme. Et le troisième, le groupe contrôle, continuait simplement sa vie sans programme d'exercice. Et la clé, j'imagine, c'est de s'assurer que la dose d'effort était la même pour les 2 groupes actifs. Précisément. C'est ce qui rend l'étude si robuste. Les 2 groupes s'entraînaient 3 fois par semaine. Et pour chaque séance, la durée totale de l'effort intense était de 16 minutes. Que ce soit en sprintant ou en jouant, l'objectif était de passer le même temps avec une fréquence cardiaque élevée. On ne compare pas 1 heure de jeu à 15 minutes de sprint, on compare bien 16 minutes d'effort intense sous 2 formes différentes. D'accord. Et 16 semaines, c'est suffisant pour voir de vrais changements physiologiques? Oui, c'est une durée assez standard. En 4 mois, on a le temps de voir des adaptations significatives au niveau cardiovasculaire, musculaire, métabolique. C'est un bon compromis. Ok. Et pour mesurer les effets, ils ont sorti la grande artillerie, j'imagine. Absolument, ils ont mesuré une large gamme d'indicateurs avant et après. La composition corporelle, bien sûr, poids, IMC. Très commun.
La santé cardiovasculaire, donc tension, fréquence cardiaque au repos, et plusieurs mesures de performance physique très concrètes. Comme quoi, par exemple? Ils ont testé la force de préhension, la force de la main, qui est un bon indicateur de la force globale, la force maximale des jambes avec un squat, et l'endurance avec le fameux test navette sur 20 mètres, le BIP test. Et pour couronner le tout, une estimation du VO2 max, qui est la mesure reine de la capacité cardio-respiratoire. Avec tout ça, ils étaient vraiment armés pour voir les moindres différences. Après ces 16 semaines de sueur, on arrive au moment du verdict. Qu'est-ce que les résultats nous disent? Lequel des deux a gagné le match? Alors, le premier résultat, et c'est le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de perdant. Les deux groupes d'entraînement ont pulvérisé le groupe contrôle sur quasiment tous les tableaux. Le message est clair, bouger, que ce soit en jouant au hand ou en faisant des sprints, ça transforme radicalement la condition physique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la vraie question, c'est la comparaison entre les deux. Y a-t-il eu un chaos? Et c'est là qu'arrive la grande surprise de l'étude. Pour la plupart des mesures, c'est un match nul, quasi parfait. Aucune différence statistiquement significative entre le groupe handball et le groupe sprints. Ils ont progressé de manière presque identique. Attendez, ça c'est fascinant. Ça veut dire que mon corps ne fait pas la différence entre courir après un ballon et suivre un programme de sprint ultra discipliné. Ça me paraît complètement contre-intuitif. C'est pourtant ce que les données montrent. Prenons quelques chiffres. Pour la santé cardiaque, la fréquence cardiaque au repos a chuté de 5 à 6 battements par minute dans les deux groupes. La pression artérielle systolique a baissé d'environ 6 mmHg. Ce sont des améliorations vraiment substantielles. Et côté endurance, le fameux VO2 max? Encore plus spectaculaire, une augmentation d'environ 7 à 8 ml/kg/minute dans les deux cas. Pour des personnes sédentaires, c'est un bond de géant en seulement 4 mois. Et même chose pour la force des jambes au squat, des gains très très similaires. Donc, physiologiquement, sur les grands marqueurs de santé, les deux méthodes sont équivalentes. Extraordinairement efficaces et équivalentes, oui. D'accord, donc sur les gros titres, c'est l'égalité. Mais c'est souvent dans les détails que se cachent les pépites. Est-ce qu'il y a eu des différences, même subtiles? Oui, et elles sont pleines de sens. Le groupe handball a montré une amélioration significativement plus importante de la force de préhension. Logique. C'est parfaitement logique. Quand on passe son temps à attraper, lancer, dribbler, on renforce ses muscles de la main et l'avant-bras. C'est d'un bénéfice spécifique à l'activité. Ça peut paraître anodin, mais dans la vie de tous les jours, ça veut dire mieux porter ses courses, ouvrir un bocal, c'est pas rien. Et pour le groupe HIIT, y a-t-il eu un avantage spécifique? Un léger avantage, oui. Ils ont obtenu des résultats un tout petit peu supérieurs aux tests d'endurance navette. Là encore, c'est logique. Le format très linéaire et répétitif des sprints est probablement l'entraînement le plus direct pour améliorer sa capacité à répéter des efforts en ligne droite. Donc si je résume, le handball offre un entraînement un peu plus complet, en engageant aussi le haut du corps, tandis que le HIIT est peut-être plus chirurgical pour optimiser l'endurance pure. C'est une excellente façon de le voir. Mais il y a un autre résultat, qui ne se voit pas dans les mesures de force ou d'endurance, mais qui est peut-être le plus important de tous. Ah, je m'en doutais. Les chiffres, c'est une chose. Mais l'expérience vécue, j'imagine que ça ne devait pas ressentir la même chose. Est-ce que l'étude a regardé cet aspect psychologique? Absolument. Et c'est là que l'avantage secret des jeux se révèle. Les chercheurs ont utilisé une échelle pour que les participants notent leur effort perçu après chaque séance. Et les résultats sont sans appel. Semaine après semaine, le groupe HIIT a constamment rapporté un niveau d'effort perçu plus élevé que le groupe handball. Alors qu'en réalité, leur effort physiologique mesuré par la fréquence cardiaque était identique. C'est exactement ça. Pour la même charge de travail imposée au corps, le jeu est perçu comme étant moins difficile. C'est fou. Ça me rappelle que les 30 secondes les plus longues de ma vie ont souvent été sur un tapis de course, alors que je peux jouer pendant 1 heure sans voir le temps passer. C'est un point psychologique énorme. Le plaisir, la concentration sur le jeu, l'interaction sociale, tout ça agit comme une sorte d'anesthésiant contre la perception de la fatigue. On oublie qu'on est en train de faire un effort intense. Et c'est peut-être la découverte la plus importante pour l'adhésion à long terme. Si une méthode est tout aussi efficace, mais semble plus facile et plus amusante... Laquelle a le plus de chances d'être maintenue sur la durée? La réponse semble évidente. D'accord. Alors, si on traduit tout ça en conseils pratiques, le profil HIIT, ce serait pour la personne qui cherche l'efficacité maximale en un minimum de temps, qui aime les données, les entraînements structurés. C'est une très bonne synthèse. Et à l'inverse, le profil SSG,
ou jeu en groupe serait parfait pour la personne qui a besoin du moteur social et ludique pour rester motivé. Quelqu'un qui aime l'idée d'apprendre un sport en même temps qu'il se remet en forme. Ce qui est génial, c'est que ça nous sort de cette idée un peu dogmatique qu'il y aurait une meilleure façon de s'entraîner. La meilleure méthode, finalement, c'est celle qu'on a envie de refaire la semaine suivante. L'étude introduit un concept très élégant pour décrire ça, l'équivalence fonctionnelle. L'idée est que des exercices de forme très différentes peuvent en fait déclencher des adaptations physiologiques très similaires. L'enjeu n'est donc plus de trouver la méthode universellement supérieure, mais d'offrir un menu d'options tout aussi efficace pour que chacun puisse choisir celle qui correspond à sa personnalité. C'est une vision beaucoup plus humaine de l'activité physique. Bien sûr, il faut garder un peu de recul, j'imagine. L'étude a ses limites. Tout à fait, il est important de les souligner. Premièrement, les participants étaient des jeunes adultes en bonne santé. On ne peut pas affirmer que les résultats seraient identiques pour des personnes plus âgées. Deuxièmement, l'étude s'est arrêtée à 16 semaines. On ne sait pas si les participants ont continué après. Un suivi à 1 an, par exemple, aurait été très intéressant pour voir la persévérance. Exactement, ça aurait été l'indicateur ultime. Très juste. Alors, si on devait conclure, quels sont les 3 points essentiels à retenir? Premièrement, que ce soit via le handball ou les sprints, les deux méthodes sont extrêmement efficaces pour améliorer la santé des personnes sédentaires. Deuxièmement, leurs bénéfices globaux sur le cœur, le corps et la force sont remarquablement similaires. Et troisièmement, le choix final n'est pas une question de physiologie, mais de psychologie. Il se joue sur la préférence personnelle, l'efficacité brute du IHIT contre le plaisir et l'aspect social du jeu. Ce qui nous amène à une pensée pour aller plus loin. L'étude démontre que le plaisir peut modifier notre perception de la difficulté pour un effort physique pourtant identique. Cela soulève une question fondamentale. Si le plaisir est un modulateur aussi puissant, ne devrait-on pas le considérer comme un paramètre aussi crucial que l'intensité ou la durée quand on prescrit une activité physique? C'est une excellente question pour finir. Ça pourrait complètement changer la façon dont on encourage les gens à bouger. Pour celles et ceux qui veulent vraiment plonger dans les détails, on vous encourage vivement à lire l'article original de Han et ses collègues. C'est une lecture très éclairante. Oui, les protocoles sont décrits avec une grande précision et peuvent vraiment inspirer. Et pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À très bientôt pour une nouvelle analyse.